Un, deux.
Bon. Donc ça y est, c'est parti. Hein. Je vais envoyer, je vais lancer. Bonne captation. Ce que tu fais, tu peux rester un petit peu plus longtemps. Hein. Ok. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc le technicien a donc lancé le cours, hein, voilà, et donc je les en remercie. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer pour à la fois approfondir le concept clé de l'enseignement, de cet enseignement de sociologie politique, mais aussi pour préciser les dimensions et je dirais même le fil conducteur de la réflexion. Nous allons évoquer donc encore et toujours, bien entendu, le concept clé de citoyenneté. Et pour ce faire, je vais vous proposer donc d'en définir les 4 principales dimensions dans le cadre d'un point intitulé « La citoyenneté » et en sous-titre « Un fait social total complexe ». La citoyenneté, un fait social total complexe. Alors, d'emblée, il me semble important, pour que les choses se remettent progressivement en place dans nos esprits, il me semble important de rappeler que la démarche du sociologue doit être définie, ou plutôt doit être de définir les choses dont il traite, afin précisément que l'on sache bien de quoi il est question. Et cette idée, nous l'empruntons tout simplement au père de la sociologie française, Émile Durkheim. La première démarche, effectivement, du sociologue, écrivait-il dans les règles de la méthode sociologique, doit donc être de définir les choses dont il traite. Effectivement. D'emblée, donc, je peux dire que mon analyse de la citoyenneté ne sera même ni philosophique, ni biologique, ni même psychologique. En fait, la citoyenneté n'est pas autre chose, bien sûr c'est un concept, mais la citoyenneté n'est pas autre chose qu'un principe. Et la citoyenneté comme principe s'incarne dans la réalité sociale. Rappelons une phrase de l'ancien président de la République chinoise en Chine, donc Mao Tse-tung, une phrase que j'ai déjà eu l'occasion de prononcer lors de mes enseignements. Seul le terrain donne le droit à la parole. Seul le terrain donne le droit à la parole. Effectivement, le concept, si c'est une comment dirais-je, une abstraction, c'est un élément très conceptuel. Eh bien, le concept, comme principe, doit s'incarner. Tous les concepts doivent s'incarner dans la réalité sociale. Le deuxième élément qui m'apparaît aussi important, j'aurais presque pu mettre cette phrase en exergue, on ne naît pas citoyen, on le devient. La citoyenneté est en effet un phénomène historique. Et enfin, en troisième lieu, dans le cadre de ce préambule, je dirais aussi que la citoyenneté concerne les individus socialisés. On pourrait dire aussi que la citoyenneté concerne une société individuée. Mais si la citoyenneté concerne des individus socialisés, elle concerne aussi l'État. L'État à travers ses institutions.
l'État à travers ses institutions, mais aussi donc la société civile, à travers justement les groupes organisés. Je pense aux associations, par exemple les syndicats, des mutuelles, des coopératives, des structures militantes, syndicales, politiques, etc. Ainsi, notre propos s'inscrit dans une tradition, la tradition ethno-sociologique, c'est-à-dire un projet scientifique d'analyse de la réalité sociale. Et je voudrais souligner aujourd'hui que la réalité n'est accessible qu'à travers les images. La réalité n'est accessible qu'à travers les représentations sociales que les individus s'en font. Et au-delà des pratiques, des discours permettent d'appréhender, justement, l'analyse des discours permet d'appréhender ces fameuses représentations sociales. À ce sujet, 3 niveaux de langage doivent être distingués puisque la citoyenneté peut être considérée et utilisée comme un simple mot. C'est le discours du sens commun. C'est l'opinion que les acteurs se font de la citoyenneté comme mot. La citoyenneté, c'est aussi une notion, c'est-à-dire une arme pour changer la réalité. Une notion politique, une notion militante. Et enfin, la citoyenneté, et c'est au cœur de notre projet scientifique d'analyse de la réalité sociale, de la réalité démocratique de la vie sociale, des sociétés contemporaines, notamment la société française. La citoyenneté est donc aussi et surtout, me semble-t-il, un concept, un outil pour interroger, un outil pour interpréter et un outil donc pour décrire la réalité sociale. Le concept, outil pour interroger, interpréter, c'est-à-dire donner un sens plus scientifique, plus objectif, interpréter donc scientifiquement, mais le concept est aussi un outil pour décrire. Graphine, la graphie, comme la géographie, la description. Alors, qu'est-ce que la citoyenneté ? Rappelons ici que le XIXe siècle avait marqué déjà le triomphe de la nation. Pour parler comme Dominique Schnapper, la nation française, communauté politique contractuelle, transcendant précisément les particularismes. 4 traits la caractérisent. 1. Une allégeance prioritaire claire. 2. Une souveraineté. 3. Une territorialité. Et 4. Une dimension universelle du principe. En fait, la démocratie, et donc la citoyenneté, apparaît comme une solution, entre guillemets, une solution universalisable. De fait, la nation n'apparaît plus aujourd'hui que comme un horizon identitaire. Un horizon identitaire dépassé. La nation connaît aujourd'hui de multiples remises en cause. Vivrons-nous pour autant
la renaissance des empires, la multiplication des allégeances et des identités politiques, claniques ou religieuses. Une chose est certaine. En ignorant le niveau de l'État-nation, la mondialisation, qui a la prétention de soumettre la planète entière aux mêmes règles, réveille, on le voit, les solidarités infra- et supranationales. Il faut distinguer le principe de citoyenneté qui fonde, selon l'anthropologue politique et l'ethnosociologue politique Dominique Schnapper, encore une fois, qui fonde, je la cite, la légitimité politique des sociétés modernes. Fin de citation. Le principe de citoyenneté qui fonde la légitimité politique des sociétés modernes. Des manières concrètes selon lesquelles ce principe est effectivement appliqué. Il y a toujours, on le sait, des écarts qu'il s'agit d'interpréter entre les normes et les valeurs proclamées et les formes concrètes du fonctionnement social. Les sociologues fondent leurs analyses sur la connaissance rationnelle de la réalité sociale, et ce à partir d'enquêtes. Les enquêtes ne doivent pas être réduites à la recherche statistique et les enquêtes doivent évidemment dépasser les sondages d'opinion. L'enquête, qui peut être historique, mais aussi anthropologique, montre d'abord une tension entre le principe de l'égalité juridique et politique revendiquée dans les sociétés modernes et les inégalités de l'ordre économique et social. Des valeurs d'égalité sont perpétuellement et à juste titre réaffirmées en France. Les pratiques montrent une hiérarchie en matière des droits, en matière de devoirs, selon les individus et les groupes sociaux. Cette discordance doit être analysée. Mais il faut rappeler deux choses. La première, les résultats de la sociologie ne sont jamais ni démontrés, une fois pour toutes, et de plus, ils ne sont jamais acquis, une bonne fois pour toutes. Il faut rester critique, au sens kantien d'Emmanuel Kant, donc, du mot. Critique de sa propre démarche et de ses conclusions, toujours provisoires. Deuxième élément, il est tentant, concernant la question de la citoyenneté, de privilégier le pittoresque en le surprenant, de mêler aux descriptions des considérations morales et politiques des jugements sur les uns et les autres. Des anecdotes touchantes, récréatives. Rappelons aussi que la sociologie est née d'une inquiétude sur la capacité d'intégration des sociétés modernes. Comment entretenir ou restaurer des liens sociaux dans les sociétés fondées sur la souveraineté de l'individu?
Comment entretenir les liens quand la religion et les pratiques religieuses ne relient plus les hommes, ou relient moins les hommes, et que la citoyenneté constitue le principe de légitimité politique en même temps que la source même du lien social, au sens bien sûr abstrait du terme. J'aimerais soulever ici, avant d'entrer dans la présentation des 4 dimensions de ce fait social total, qu'est la citoyenneté, eh bien, j'aimerais évoquer un problème presque purement épistémologique. La sociologie, en tant que projet de connaissance à vocation scientifique, est née avec la société démocratique moderne, c'est-à-dire dans le monde européen. La pensée sociologique de l'autre, avec un grand A, c'est la pensée occidentale. Cette pensée se diffuse aujourd'hui dans le reste du monde, avec les autres formes de la vie moderne. Et notamment l'idée de citoyenneté. Alors, avant de présenter la première dimension de la citoyenneté comme fait social total complexe, j'aimerais vous lire une définition ou un élément pour une définition du mot citoyenneté. Au XVIIe siècle, le citoyen s'oppose au sens politique à serf. Serf, les paysans, le servage, c'est la même racine que esclavage. Au XVIIe siècle, le citoyen s'oppose au sens politique à serf. Le mot sera donc une appellation révolutionnaire en 1791. Mais on parlait déjà de citoyenneté en 1783 et même de concitoyens, concivis, dans un texte de Besançon de 1290. Le citoyen, une personne civique qui vit en République. Citoyen, personne civique qui vit en République. Et le sens civique, c'est à la fois un individu, une personne qui a le sens de ses responsabilités et le sens de ses devoirs de citoyen. Le citoyen est donc un individu responsable, du latin respondere, une personne qui répond de ses actes, une personne qui répond de sa parole. La première dimension, le politique et l'identité collective. Le politique et l'identité collective, première dimension de la citoyenneté comme fait social total complexe. Ainsi, la citoyenneté renvoie soit au terme grec polis, la cité, ou au terme latin, romain, la cité civitas. Civitas, même racine que citoyenneté, que citoyen. La citoyenneté n'est pas née avec la société moderne. Nous avons hérité des manières de penser la cité, et donc les citoyens,
élaborée depuis l'Antiquité grecque. Quand on évoque la cité antique, comme le faisait déjà Fustel de Coulanges en 1864, c'est presque exclusivement à une poignée d'États que nous songeons. À Athènes, Sparte, chez les Grecs, et Rome, bien sûr. Il faut marquer, dès le départ, combien ce choix est réducteur. Ce que les Grecs appelaient la police, P-O-L-I-S, et les Latins, selon le cas civitas ou res publica, la chose publique, la République, est une forme d'organisation politique des sociétés humaines qui est apparue très tôt et s'est largement répandue, à tout le moins au Moyen-Orient. Phénomène général, il ne se limite sûrement pas à l'ère culturelle ou linguistique grecque, ou même indo-européenne. Il caractérise aussi, comme le soulignait le philosophe Claude Nicolet, le monde sémitique, phénicien en particulier, ou punique, etc. En revanche, il est absent dans d'autres sociétés où des monarchies ou des chefferies héréditaires ou électives le remplacent. L'Égypte, le monde celtique ou germanique, etc. Partout où les contacts avec les Romains ou les Grecs sont les plus anciens, en Gaule celtique par exemple, avec la conquête, un processus de marche vers la cité a commencé à se mettre en route. Ainsi, cette organisation politique, non seulement étymologiquement, cette organisation est politique non seulement étymologiquement, puisque politique est formé sur polis, la cité, mais au sens moderne, plus usuel. Il s'agit d'une forme de gouvernement qui inclut l'élaboration d'une norme juridique commune, c'est-à-dire la loi, et la gestion des affaires communes, essentiellement par la délibération et par la prise de décision collective. Au demeurant, et pour commencer par l'essentiel, une cité, c'est d'abord une collectivité souveraine, c'est-à-dire indépendante de tout pouvoir qui serait extérieur à elle. Ici, les analyses d'Aristote, et plus précisément ses grilles et ses classifications des fonctions de la cité, peuvent être utiles pour une meilleure compréhension. À ses yeux, les fonctions essentielles sont d'une part la justice, c'est-à-dire les tribunaux, d'autre part la participation aux charges communes. Fonction militaire, l'armée, la défense de la cité, fonction fiscale, dégager des ressources nécessaires au fonctionnement de la cité, fonction de gouvernement ou d'administration, désigner les responsables des divers commandements, fonction délibérative ou décisionnelle enfin, comment traiter, débattre et trancher les questions qui engagent la cité. À côté de ces fonctions, on trouve des organes. Et d'abord, le peuple, c'est-à-dire la collectivité qui le constitue. Le grec ou les Romains parlent du peuple athénien ou de la res publica du peuple romain. Et un peuple est précisément formé de citoyens. Cela ne signifie pas
que tous les citoyens aient les mêmes droits ou des devoirs rigoureusement égaux. Mais il faut que l'on gouverne en leur nom et que tous obéissent, au moins dans le domaine du droit privé. Que tous obéissent aux mêmes lois. D'autres organes apparaissent. Donc le premier, vous l'avez bien compris, le peuple. Le second, la magistrature. Une ou plusieurs assemblées qui réunissent une partie ou la totalité des citoyens, organes souverains. L'organe souverain, qu'est la magistrature, prend les décisions et dicte la norme juridique. Enfin, un conseil. Le conseil, troisième organe, pourrait-on dire. Un conseil plus réduit se réunit plus souvent et peut délibérer de manière plus efficace. Il est chargé de préparer l'ordre du jour et d'orienter les décisions de l'Assemblée. Toutes les cités démocratiques comportent au moins tous ces éléments. Ces divers organes se réalisent dans des formes institutionnelles que les Grecs appelaient la politeia. P-O-L-I-T-E-I-A-I. Les constitutions. Et les Romains, eh bien, appelaient cela les statuts. En effet, la participation réelle des citoyens à ces organes et à ces fonctions dépend des formes politiques. Une société peut être en effet organisée dans le cadre d'une monarchie, dans le cadre d'une aristocratie, dans le cadre d'une démocratie. Mais à côté de ces formes, entre guillemets, pures, il existe des formes dérivées. Les tyrannies, les oligarchies, etc. La population civique est composée d'autochtones. Athènes admet les étrangers, mais ne cherche pas systématiquement à en faire des citoyens. Pas plus d'ailleurs que les esclaves, une fois affranchis. Rome intégrera progressivement les habitants de l'Italie. Ainsi, la cité peut se définir et se juger aussi en termes de participation à tous les aspects de la vie collective. Participation à tous les aspects de la vie collective. Et pour que naisse et existe la cité, le peuple des citoyens, démos, le peuple composé de citoyens, donc le démos, doit se réunir en assemblée. Ecclesia, en latin, chez les Romains. E-C-L-I-S-I-A. Le mot démos peut désigner l'instance décisionnelle. Aux origines, les assemblées se tenaient tout naturellement sur la place publique, l'agora, au centre-ville, au centre de la ville. Plus tard, on a pris l'habitude de se réunir dans les théâtres, puis dans des lieux clos, spécifiques bien sûr, où l'on pouvait plus facilement
contrôler l'identité des participants et sans doute faciliter la distribution de l'indemnité de présence. Deuxième dimension. Il me semble important, après avoir évoqué le politique et l'identité collective comme première dimension, d'aborder maintenant la seconde, la rationalité. À ce sujet, de nombreux analystes constatent que depuis le milieu des années 1970, l'irrationnel, sous ses diverses formes, gagne du terrain. L'opposition rationnelle-irrationnelle peut en effet être considérée comme une fracture dominante de notre culture. Mais qu'est-ce que la rationalité et quels motifs peuvent nous amener à défendre la rationalité contre cette fameuse montée de l'irrationnel? Pour apporter quelques éléments de réponse à cette interrogation et préciser les motifs et les éléments de définition de la rationalité, deux éléments. Et le premier est pour moi un rappel. Les actions humaines peuvent être gouvernées par la raison. C'est une sorte de paradigme philosophique. Les actions humaines peuvent être gouvernées par la raison. Deuxième élément, toute connaissance exige des principes universels non tirés de l'expérience, en partant de l'idée que la raison est, entre guillemets, intelligence, plutôt qu'instinct ou réaction affective. Et que la raison procède par enchaînement logique de concepts et non par juxtaposition et enchevêtrement d'images, de métaphores et de mythes. La rationalité est au cœur de la démarche scientifique. La rationalité permet le dialogue. La rationalité canalise les conflits et s'organise autour de vérités partielles et irréfutables. L'irrationnel, au contraire, est fondé sur des légendes, fondé sur la magie, fondé sur des croyances ou sur des révélations, qui semblent établies sur un raisonnement apparent, mais qui échappe, en tout cas, à toute rigueur scientifique. Alors, pourquoi l'irrationnel gagne-t-il du terrain? On peut rappeler quelques causes, ou je dirais, et où effet. Où est la cause? Où est l'effet? C'est un petit peu la poule et l'œuf. Pourquoi l'irrationnel gagne-t-il du terrain? 3 éléments de réponse. Le premier me semble être l'échec du libéralisme économique et du modernisme. L'échec du libéralisme et du modernisme qui propose un désengagement des citoyens et la désagrégation du militantisme et des solidarités politiques, des syndicales. Deuxième élément de réponse à cette interrogation concernant l'irrationnel, la séparation entre culture savante et culture populaire. La logique économique dicte, en tout cas semble dicter, un nivellement par le bas de la culture, notamment dans les médias.
Troisième élément de réponse, la confusion entre la raison, la science, la technoscience et la technobureaucratie. En effet, la science est une démarche visant à la compréhension rationnelle du monde. On peut critiquer, par contre, ses résultats. On peut critiquer ses institutions, lutte de pouvoir et carriérisme, etc. et certaines utilisations. Mais rejeter la raison n'améliore jamais le sort des citoyens. Rejeter la raison n'améliore jamais le sort de la société. Pour en revenir à la citoyenneté, on peut affirmer, après Madame Pierrine Piras, dans un article publié en 1997 dans Le Monde diplomatique, on peut affirmer donc, selon Pierrine Piras, P-I-R-A-S, que, je cite, « l'aveuglement de toute raison, c'est-à-dire l'irrationalité, ouvre la voie qui mène au culte du chef, prépare l'individu à la passivité ou à l'adhésion fanatique. » Fin de citation. La raison n'est pas tout l'homme, mais c'est en perfectionnant sa raison que l'homme devient citoyen. Dans le journal de l'Assemblée nationale, lors de la séance du jeudi 22 octobre 1789, on peut lire ainsi, de point ouvrez les guillemets, « Les députés entament la discussion sur le droit de vote. Elle s'organise autour de la question de savoir si tous les citoyens pourront voter, ou seulement les citoyens imposables. Certains députés comme Duport, l'abbé Grégoire, Robespierre, Dupont de Nemours défendent l'idée du suffrage universel. Cependant, la majorité penche pour un suffrage censitaire qui écartera les citoyens les plus pauvres du vote. » Fin de citation. Pour bien montrer que la citoyenneté est un processus qui intégrera au fur et à mesure du temps, c'est un processus historique, les plus pauvres, puis les habitants, les citoyens, les citoyennes, les Français habitants, vivant dans les territoires d'outre-mer, dans les domaines d'outre-mer, puis les femmes à partir de 1945, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, puis les jeunes à partir de 1974, puisque Valéry Giscard d'Estaing rabaissera donc la majorité de 21 à 18 ans, permettant aux jeunes de plus de 18 ans et de moins de 21 ans de participer aussi aux élections. Alors, la troisième dimension, elle est plus culturelle et symbolique. C'est justement la dimension culturelle et symbolique de la citoyenneté. Montesquieu écrivait ainsi : « Je suis nécessairement homme et je ne suis français que par hasard. Je suis nécessairement homme et je ne suis français que par hasard. » Fin de citation. Depuis 1945, la nation comme forme politique s'est objectivement affaiblie et la souveraineté des gouvernements nationaux a diminué
progressivement, sous l'effet conjugué de, premièrement, la mondialisation de l'économie. Deuxièmement, la construction de l'Europe. Troisièmement, la décentralisation, c'est-à-dire, d'une certaine mesure, les pouvoirs locaux et l'attachement au terroir. Il serait difficile d'écrire aujourd'hui, comme les auteurs des livres d'instruction civique, je cite, « La France est la plus juste, la plus libre, la plus humaine des patries ». Mais que signifie aujourd'hui être français, ou européen, ou breton, ou corse? Pour ne parler que de l'identité nationale, il importe de rappeler que, comme toutes les identités, elle est un processus et non un état. La France éternelle, entre guillemets, est un mythe. Et l'identité nationale se construit et se modifie avec le temps. Elle est tellement intériorisée que l'individu n'en prend conscience que par la rencontre, pacifique ou violente, avec l'autre. Dans le cadre du commerce, du tourisme, des loisirs, des sports ou de la guerre. L'identité nationale, dont l'idée est née en Europe, a toujours dû composer avec d'autres idées, identités régionales ou autres, l'identité juive ou l'identité arménienne, etc. Identités régionales ou autres qui n'ont pas été effacées. Il était admis, en 1914, que le patriotisme devait primer sur les autres et que les citoyens devaient être prêts à, je cite, mourir pour la patrie. Le slogan « Plutôt rouge que mort » des années 1980 semble révéler une passion beaucoup moins grande. Ainsi, moins qu'une organisation politique imposant le sacrifice de ses membres, la nation est devenue une communauté de culture, un lieu de mémoire, pour reprendre le terme de Pierre Nora. Les Français partagent des souvenirs communs, les guerres, l'occupation, la collaboration, etc. Mais aussi des mythes communs. Prenons celui de la citoyenneté. En Europe, la nation, qui garde une réelle signification identitaire, s'est historiquement formée autour de la notion de citoyen. L'idée de citoyenneté est née en Angleterre. À partir du XVIe siècle, et a ensuite été proclamée à la face du monde par les Français, de telle sorte que ceux-ci se vantent aujourd'hui de l'avoir inventée. On notera que les Français revendiquent aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme, alors que les États américains avaient proclamé, si l'on suit bien les ouvrages d'Alexis de Tocqueville, par exemple dans De la démocratie en Amérique, les États américains avaient proclamé des déclarations universelles les années précédentes. Mais, comme le souligne très justement, encore une fois Dominique Schnapper, cela fait partie de notre mythe national. Nous avons inventé la nation et la citoyenneté, en tout cas dans le mythe national français. En fait, les Français en ont inventé le discours, l'idée même est née en Angleterre. Quatrième et dernière dimension, universalisme et relativisme culturel. Quatrième dimension de la citoyenneté comme fait social, total, complexe. Le monde des sociologues est divisé entre, d'une part,
les partisans d'un relativisme culturel absolu, pour lesquels chaque culture est absolument irréductible aux autres, rendant impossible tout jugement de valeur. Et d'autre part, les tenants d'un relativisme, lui-même relatif, selon lequel, par-delà la diversité des cultures, il existe un horizon d'universalité qui permet la communication entre les hommes. Personnellement, je m'inscris résolument dans ce second courant de pensée. C'est-à-dire celui qui pense, qui prône justement l'impossibilité de tout jugement de valeur. En tout cas, par-delà la diversité, je crois qu'il existe effectivement un horizon d'universalité. C'est ce qui permet de poursuivre les échanges, les débats et la vie commune. La réflexion sur la citoyenneté renvoie à la relation à l'autre. D'ailleurs, c'est un titre d'ouvrage de Dominique Schnapper, La relation à l'autre. La réflexion sur la citoyenneté renvoie donc à la relation à l'autre. Deux modes de relation peuvent être distingués. Dans le premier cas, la réflexion se fonde sur le constat de la différence. L'autre est autre. Les sociétés humaines sont diverses. Cette différence est inévitablement interprétée en termes d'infériorité. Je, J-E, évalue l'autre à l'aune de ma. Donc l'autre est évalué à l'aune de ma culture, confondue avec la culture en général. L'autre, alors, ne peut être qu'un état imparfait de soi. Il est admis dans sa différence, mais figé dans une infériorité qui ne peut qu'être définitive. L'attitude la plus favorable en est la tolérance. Tolérance que manifeste notamment Montaigne à l'égard des mœurs et des coutumes révélées par la découverte de l'Amérique. Mais cette tolérance ne peut être que plus ou moins méprisante. L'attitude inverse, c'est l'idée que l'universalisme abstrait est un principe par-delà la constatation des différences. Le principe universaliste affirme ainsi l'idée du genre humain. Tous les hommes, en tant qu'hommes, ont la même capacité intellectuelle ou morale. Tous les hommes, et nous devrions ajouter toutes les femmes, partagent la même raison et la même vocation à la liberté. Il pose que l'autre est, comme dirait Jean-Paul Sartre, un autre soi-même. Il n'existe pas de limite aux droits de l'homme. Il n'existe pas de limite à la dignité de chacun d'entre nous et au respect. Mais ce principe comporte, on le voit, des limites évidentes. Il s'agit d'assimiler tout le monde, car l'universel, c'est la culture du je, J-E. On peut très difficilement penser en même temps l'égalité et la différence. On n'exclut pas l'autre, mais on l'inclut en le niant dans la mesure où on le rend semblable à soi.
Claude Lévi-Strauss évoquait d'ailleurs à ce sujet la notion de société anthropophage. En fait, ces deux idées, celle de la différence absolue entre soi et les autres, et celle du bien fondé de l'assimilationnisme, qui nie la différence, refusent au final toutes deux l'autre en tant qu'autre. Dans les deux cas, selon l'heureuse formule de Todorov, il s'agit d'indifférence. Comment dépasser ces deux formes élémentaires du rapport à l'autre? Au fur et à mesure que s'établit la société moderne, ou société de citoyens, pour rappeler le fil conducteur de notre réflexion, l'antinomie entre les deux attitudes devient plus aiguë ou plus dramatique. On introduit le nouveau principe de légitimité politique, à savoir l'égalité de tous les individus citoyens qui, étant donné son ambition universelle, risque de conduire à une attitude assimilationniste. Mais apparaît en même temps l'idée de la relativité culturelle et de la valeur intrinsèque de toutes les cultures, qui, elle, est en affinité avec le différentialisme. La police est une communauté d'hommes citoyens soumis à une même loi, avant d'être un territoire. Les exemples d'Athènes et de Rome sont fréquemment cités quand on évoque le principe de l'universalité du citoyen défini en termes juridiques et politiques. Il faut insister sur le fait que ce principe s'est toujours accompagné de l'exclusion d'une partie importante de la population. Les esclaves, les vieillards, les femmes, les enfants, les métèques. Rappelons-nous que la Révolution française, après avoir proclamé l'universalité de la citoyenneté, a bien vite défini des citoyens actifs, seuls autorisés à exercer pleinement les droits politiques. Retenons seulement que notre société de citoyens moderne est l'héritière de cette nouvelle conception politique fondée non plus sur les tribus, les fameux groupes intermédiaires, mais sur les citoyens, définis en termes juridiques. Il faut noter l'ouverture potentielle de la citoyenneté à tous les hommes et sa vocation universelle. Il faut souligner encore une fois la tension entre ce principe d'inclusion juridico-politique et les manières dont il est effectivement appliqué. Le pouvoir est exercé à Rome par des oligarchies et certaines populations sont totalement exclues de la citoyenneté. Quand on évoque l'universalisme, on se doit de rappeler l'universalisme du message de Jésus-Christ, ou plutôt sa vocation après la rupture de l'Ancien Testament. Sa vocation de sacerdoce universel, avec ses entre guillemets prétentions universalistes de domination. À cet égard, la découverte du Nouveau Monde est sociologiquement intéressante. La société européenne devient une société parmi d'autres, et désormais s'impose à la réflexion des différences de culture et la relativité des cultures et des valeurs. La conquête des Indiens se voulait d'abord mission chrétienne. Elle se justifiait, au-delà des arguments de l'enrichissement, comme la christianisation des païens ou des sauvages. Lorsque Christophe Colomb découvre les Indiens, il ne cherche pas à les percevoir, il ne vise qu'à les convertir. Les autres ne sont décrits que négativement.
dépourvus de tout, d'aucune secte ni idolâtrie, sans armes et sans loi, bref, dépourvus de tout. Les Indiens ne peuvent qu'être assimilés à la culture chrétienne et espagnole. C'est pourquoi ils sont indiscernables les uns des autres. Selon ses humeurs, Christophe Colomb les juge tous beaux ou bons et bons, ou tous cruels, c'est-à-dire qu'ils se refusent à les percevoir dans leur individualité. On connaît la suite. L'Indien est réduit au statut d'objet et non de sujet. Perception qui est à la fois signe et instrument de la domination et de la politique assimilationniste. On sait aussi que la Bible comporte une dimension d'universalité, contestée en permanence au nom du constat des différences entre les hommes. L'Indien, vaincu et inférieur, est-il créé à l'image de Dieu, au même titre que l'Européen chrétien, son vainqueur? Le débat s'est poursuivi jusqu'à la célèbre controverse de Valladolid, 1550-1551, qui opposa les arguments du chanoine de Cordoue à l'évêque de Chiapas. Pour le chanoine, les Indiens sont des esclaves par nature. Pour l'évêque de Chiapas, ils sont libres par nature. L'intérêt et la sympathie du dominicain Las Casas, l'évêque, pour les cultures locales, font de lui l'un des ancêtres des anthropologues. Mais en même temps, il continue à s'inscrire dans le projet missionnaire et son ambition finale vise à assimiler les Indiens à la foi chrétienne, non à reconnaître leur spécificité. L'admirable combat de Bartolomé de Las Casas, défendant les Indiens contre les conquérants espagnols au nom de valeurs universelles, révèle aussi les limites inévitables de l'universalisme. On peut parler d'une assimilation culturelle violente ou d'une assimilation plus douce, plus progressive, plus respectueuse des différences, à la manière des jésuites garantissant la liberté des Guaranis au Paraguay entre 1609 et 1778. L'Église a inventé en outre, pour distinguer les vieux chrétiens des nouveaux chrétiens, le statut de pureté de sang. Les nouveaux avaient un sang impur, puisqu'ils étaient descendants de juifs ou de musulmans convertis, à la suite de l'expulsion des juifs et des musulmans. Avoir refusé le Christ les avait définitivement souillés, et cette tare ineffaçable avait été transmise à leurs enfants et petits-enfants en dépit de leur conversion. Au mépris de son message universel, l'Église instituait des catégories raciales, et selon le philosophe Léon Poliakov, le racisme s'exprimait en termes théologiques. Les politiques de colonisation ont elles aussi oscillé entre la justification universaliste, invoquant la mission civilisatrice de l'homme blanc, qui débouchait sur une politique assimilationniste, et le respect des civilisations indigènes fondées sur un différentialisme plus ou moins tolérant, plus ou moins méprisant, plus ou moins destructeur. Nous n'échappons pas aujourd'hui à ces contradictions, car la vocation du monde moderne et le principe de l'accès à la citoyenneté sont universels, alors que les cultures sont en contact, par définition, inégaux. Que recouvre aujourd'hui la notion d'universalisme? D'abord, elle s'inscrit dans l'héritage des Lumières. L'idée que tout homme a la même faculté d'être citoyen et de participer pleinement à la vie économique. Ensuite, la légitimité de l'ordre politique est fondée sur la citoyenneté, au-delà de l'attachement ethnico-religieux des individus. En outre, elle se réfère aux droits de l'homme qui dépassent l'appartenance à une nation. De plus, la société scientifique et technique ignore les frontières des ethnies, ignore les frontières des peuples. Et enfin, la vie économique est accessible à tous les individus
puisque l'argent donne à tous les mêmes possibilités. Mais la société n'est pas universelle. En fait, elle l'est virtuellement. Le concept de citoyenneté s'inscrit donc dans la société moderne, dans sa double dimension démocratique et productiviste. L'ordre politique, à vocation universelle, de la citoyenneté, sépare, en principe, le politique du religieux et de l'ethnique. On doit ainsi distinguer les relations dites internationales des relations interethniques. Pour certains groupes sociaux ou collectivités historiques, selon le concept de Max Weber, la séparation analytique est difficile. Peut-on étudier le patriotisme polonais si l'on évacue l'Église catholique romaine? L'affirmation des Irlandais, l'affirmation des Serbes ou des Croates n'est-elle pas à la fois nationale et religieuse? Autre problème sémantique, ne tentons pas de nier le problème de la race et donc du racisme en le qualifiant pudiquement d'ethnique? Il apparaît, selon moi, plus pertinent d'évoquer la notion de groupes ethniques et d'éviter d'utiliser celle de groupes raciaux, même si, pour beaucoup, elles tendent à se confondre. Je voudrais souligner ici, à ce sujet, que le monde a été interprété à partir de l'idée de race non seulement par des écrivains comme Gobineau, mais aussi par des hommes de science les plus légitimes, naturalistes, biologistes, érudits, historiens, philologues. Un premier élément de conclusion. La citoyenneté est bel et bien une utopie créatrice, en fonction de laquelle les individus inégaux et différents les uns des autres deviennent égaux en droit et en dignité. La légitimité politique repose sur l'idée de citoyenneté et sur les liens sociaux qui en découlent. Les historiens ont montré comme la pratique de la citoyenneté s'est progressivement sacralisée au XIXe siècle. L'acte du vote, et je note avec vous que les élections ont toujours lieu en France le dimanche, l'acte du vote s'est ainsi solennisé. Mais l'expression concrète de la citoyenneté, au-delà du principe général, trouve des applications très différentes d'un pays à l'autre. L'exemple de la laïcité l'illustre bien. On est citoyen que l'on appartienne à une église ou que l'on soit athée. En Angleterre, la reine est chef de l'église anglicane, qui est une église nationale pour des raisons historiques à cause du divorce d'Henri VIII. Le principe de laïcité n'a jamais été affirmé en Angleterre. Pourtant, il s'agit d'une laïcité de fait qui fonctionne et qui fonctionne plutôt bien. En Allemagne, les églises jouent aussi un rôle social important. Et l'État laïque collecte l'argent destiné au culte en même temps que les impôts généraux. Notre conception de la laïcité est différente et s'explique par le contexte historique de la naissance de la citoyenneté en France. La République s'est construite pour l'essentiel contre l'Église catholique et dans la conception française, l'école, c'est l'école du citoyen. Cette tradition a imprégné toute la vie politique, le travail, les loisirs, l'éducation, la formation et le travail social. L'égalité civile et politique de tous les citoyens, quelles que soient les inégalités économiques et sociales, et les différences ethniques ou religieuses qui les séparent. Malgré le discrédit qui a frappé le sentiment national avec le national-socialisme, notamment, ou plus récemment le Front National et le Rassemblement National aujourd'hui, on ne construira pas la citoyenneté européenne contre les traditions nationales, mais à partir d'elles. Je vous remercie.